Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast L'Investisseur transformé. Mon nom c'est Ruben Antoine, votre animateur. Et aujourd'hui, je suis accompagné par mon co-animateur Jackson Matthews. Jackson, qui en fait est un habitué de l'équivalent de notre podcast en anglais, The Empowered Investor, mais qui est à sa deuxième fois avec moi sur ce podcast en français. Donc, bonjour Jackson et bienvenue encore. Salut Ruben, merci. Donc, dans l'émission aujourd'hui, le but, c'est de faire le bilan des 6 derniers mois sur les marchés boursiers. On va parler des grands thèmes de ces 6 derniers mois-là, de janvier à juin. On va parler aussi de la volatilité, de la reprise des marchés boursiers. On va regarder les rendements des grandes classes d'actifs et les rendements aussi de certains portefeuilles types. On va aussi regarder, parce que quand on parle de rendement et de marché boursier, on pense tout de suite ce qu'on appelle Mag 7, les 7 magnifiques. En fait, c'est les compagnies qui sont très exposées à l'intelligence artificielle. Et on ne peut pas éviter de parler aussi de l'or, qui est un grand thème de l'année passée. C'est sûr qu'on va aborder le fait que les marchés sont actuellement à des sommets historiques parce que les rendements ont été très bons. Et beaucoup de clients et d'investisseurs se demandent aussi la question principale, si à ces sommets-là, ils devraient continuer à investir. Donc, on voulait s'assurer d'adresser cette question-là aussi. Oui, ça c'est une excellente question. Et il se passe beaucoup de choses, alors on va plonger directement dans les grands thèmes des 6 derniers mois. Oui, exactement. Ça a quand même été un début d'année, si on peut dire 2026, très mouvementé jusqu'à présent. Quand on pense par exemple à tous les événements géopolitiques, les conflits, les nouvelles économiques, on le sait qu'il y a un conflit en Iran depuis le printemps, avec Israël aussi, et puis les États-Unis. Il y a tout ce qui se passait entre Israël et Gaza aussi. Donc, l'implication de certains de ces conflits-là, c'est que le pétrole a bondi parce qu'il y a eu des craintes de pénurie à travers le monde. Là, on sait qu'il y a des nouvelles de cessez-feu, des investissements massifs. Quand on va dans un autre sujet, l'intelligence artificielle, il y a des rendements extraordinaires dans certains segments du marché. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tout ce bruit-là, tout ce brouhaha médiatique, c'est sûr que ça crée de la distraction pour beaucoup d'investisseurs. Puis là, on parle plus récemment, mais même quand on regarde plus loin depuis les derniers 6 ans jusqu'à maintenant, on le sait qu'en 2020, c'était la COVID, mais dans ces 6 ans-là, il y a aussi, en plus de cette pandémie-là, il y a eu une haute inflation, il y a eu des taux d'intérêt élevés, il y a eu des tensions commerciales, il y a eu des conflits géopolitiques, comme on vient de parler, des guerres. Donc, ce qui est incroyable, Jackson, avec tout ça, là, c'est que, à part quelques périodes brèves de baisse, le marché boursier a continué à monter. Oui, c'est très, très résilient. Le marché regarde vers l'avant, ouais. Alors, si on attend que les nouvelles sortent, ça serait déjà trop tard. Oui, puis ça, comme tu le sais, Jackson, c'est souvent contre-intuitif pour beaucoup de personnes que le marché regarde vers l'avant. Tu l'as dit, des fois, les gens attendent pour investir, puis il est déjà trop tard. L'autre façon de voir ça, c'est que le marché, ça regarde pas dans le rétroviseur. Ça fait constamment, là, le marché étant des millions d'investisseurs qui investissent pour espérer faire de l'argent dans le futur. Donc, ces gens-là regardent vers l'avant. C'est une évaluation prospective des conditions économiques, des conditions géopolitiques. C'est pour ça que les marchés ont tendance à s'ajuster à la hausse, même quand les nouvelles médiatiques sont négatives. Puis c'est ça que les gens ne comprennent pas tout le temps. En fait, le marché prend en compte les meilleurs jours qui sont à l'horizon, là, qui sont dans le futur. Un exemple récent de ça, c'est justement quand on regarde récemment la reprise du marché boursier qui s'est faite alors qu'on est encore en plein conflit Iran-États-Unis dans les derniers mois. Cette reprise-là, c'est parce que le marché commençait déjà à anticiper les accords de paix qui allaient venir, qui commençaient à sortir. Et le marché avait déjà rebondi jusqu'à 10% un mois avant en anticipation de ces accords-là. Exactement. Donc là, on parlait de marché qui bouge, donc parlons un peu de volatilité. Concrètement, Jackson, qu'est-ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois là, de janvier à juin 2026? Surtout à l'approche du printemps, il y a eu ce conflit autour de l'Iran qui a fait les nouvelles tous les jours. Les marchés ont réagi plutôt négativement. Du sommet au creux, le S&P 500, par exemple, aurait perdu environ 10% au mois de mars.
Oui, et puis quand les marchés baissent comme ça, on dit toujours à nos clients, Jackson, qu'il ne faut pas paniquer, qu'il faut garder le cap. Et on dit même à ceux qui ont des liquidités, ben, si vous avez des liquidités supplémentaires, investissez-le parce que c'est des occasions d'achat. Et ça, Ruben, aurait extrêmement bien servi les investisseurs, vraiment très bien. Parce qu'à partir de ce moment-là, même si les nouvelles et actualités n'étaient pas toujours positifs, les fondamentaux sous-jacents des marchés boursiers étaient extrêmement solides et les actions ont continué à grimper pendant les 3, 4, 5 mois suivants. Et quand on regarde la situation à la fin de juin, les actions ont eu une année exceptionnelle jusqu'à maintenant. Oui, tu viens de mentionner, Jackson, un terme là, les fondamentaux, que les fondamentaux étaient positifs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, les fondamentaux, c'est ce qui détermine la performance des marchés boursiers à long terme. Et le principal est la croissance des profits des entreprises. Et sur le long terme, la corrélation entre le profit des entreprises et le mouvement de la bourse est d'environ 96%, ce qui prouve que les courses des actions à long terme s'expliquent presque entièrement par la croissance fondamentale des profits. Oui, c'est ce qu'on a vu. Là, toi, tu parles à long terme, mais même dans un court terme, dans les 6 premiers mois de 2026, on voit cette corrélation de 96% que tu dis là, qui peut changer avec le temps, mais à long terme, c'est 96% parce que les profits des entreprises dans les 6 premiers mois de 2026 ont augmenté de 28% par rapport à l'année précédente. Donc ça montre vraiment que des profits qui sont extrêmement solides, ça reste le meilleur indicateur à quoi ça devrait ressembler en fait la performance boursière. Donc, pendant que la plupart des investisseurs lisent les nouvelles qui sont chaotiques, avec des conflits, des hausses de prix de pétrole, mais aussi des experts financiers qui disent que tout est surévalué et qu'il devrait avoir une correction, en réalité, c'était l'inverse qui se produisait. Ouais. Le marché boursier s'évaluait en fonction de combien d'argent les entreprises faisaient et les profits sont à un sommet historique. Les entreprises dans lesquelles vous investissez, dont vous êtes en partie propriétaire, se portent bien. Donc, votre portefeuille d'actions se porte bien. Exact. Je pense que c'est ça la leçon à garder. Et le lien entre les profits et le marché boursier, définitivement. Moi, je dis tout le temps aux gens, là, Jackson, que le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent et d'augmenter ses profits. Donc, tant aussi longtemps qu'on est dans un système où le capitalisme, puis c'est ça que les entreprises veulent faire, en général, la bourse devrait bien faire. Passons maintenant, Jackson, en revue les rendements des classes d'actifs dans les 6 derniers mois. Donc, pour nos auditeurs, ce qu'on va faire ici, c'est de regarder un peu chaque catégorie d'actifs, c'est quoi les rendements, généralement parlant, mais aussi certains portefeuilles types. Et ensuite, on va prendre un peu de recul pour voir comment les choses se sont comportées aussi, pas juste sur les derniers 6 mois, mais sur 1 an, 3 ans et à plus long terme dans le passé. C'est une bonne perspective à prendre. Donc, pour la performance des 6 mois de 2026, les obligations et les liquidités ont oscillé entre 1 et un peu plus de 2%. Les obligations corporatives ont fait un peu mieux. Les actions canadiennes ont progressé de 11,2%, les actions américaines de 13,9%, les marchés internationaux développés de 13%, les marchés émergents de 28%. La performance le plus fort de l'année jusqu'à maintenant, c'était le marché émergent. Wow. Et l'immobilier mondial s'est bien redressé avec 15,3%. OK, c'est quand même des rendements incroyables. Puis ce qui est intéressant aussi avec ces rendements, c'est que 2025, donc l'année passée, a été l'année où les actions canadiennes et internationales ont fait mieux que les actions américaines. Et là, dans les 6 premiers mois de cette année, même si les États-Unis ont fait un peu mieux que l'international et le Canada, ce sont les marchés émergents, comme tu viens de dire, qui arrivent en tête. Oui, exactement, en hausse de 28% en 6 mois. Et sur un an, on parle de presque 50% pour les 12 derniers mois. Wow. Ça a été une performance vraiment forte pour une catégorie qui, historiquement, n'avait pas aussi bien fait que les États-Unis, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Et quand on va maintenant à certains portefeuilles types, là, de quelques répartitions différentes, c'était quoi les rendements à peu près? OK, oui, je vais juste donner quelques exemples de répartition d'actifs. Alors, un portefeuille de 60-40, 60% actions, 40% revenus fixes, aurait obtenu un peu moins de 10%. Un portefeuille 100% actions aurait obtenu environ 16% cumulatif en 6 mois.
Et nos portefeuilles ont fait un peu mieux que le marché dans les 6 derniers mois, principalement grâce aux inclinaisons vers la valeur et la petite capitalisation qui ont extrêmement bien fait partout dans le monde. Exactement. Donc, si je prends les exemples que tu viens de donner, c'est là qu'on voit que l'avantage de la diversification, mais aussi les inclinaisons, comme tu dis, que nous avons pour nos clients dans leur portefeuille vers les compagnies de valeur et les compagnies de petite capitalisation. Parce que ça ajoute une autre forme de diversification qui est la diversification par style. Parce qu'il y a aussi la diversification, on le sait, par secteur, géographique, etc. Mais par style d'investissement, c'est ce qu'on fait avec cette inclinaison sur les compagnies de valeur et de petite capitalisation. Et quand on regarde un portefeuille 100% actions, mais indiciel, donc si on a par exemple un tiers, un tiers, un tiers entre un indice canadien, général, américain et international, ben ce type de portefeuille-là aurait progressé d'environ 13% depuis le début de l'année, alors que notre portefeuille 100% actions, comme tu l'as dit, à peu près la même allocation d'actifs, a progressé d'environ 16%. Donc environ 3% de surperformance. Et c'est sûr que c'est agréable de voir que la construction de portefeuille que l'on fait pour nos clients avec une tendance vers les styles valeurs et petites capitalisations sont favorisés en ce moment, et ce depuis quelques années déjà. Oui, exactement. Et nous sommes très, très fiers de l'engagement de notre firme envers cette approche et vraiment heureux pour nos clients qui sont engagés aussi. Exactement. Là, on va prendre un peu de recul. On va rester avec l'exemple du portefeuille 100% en action, mais on va remonter un peu plus loin dans le passé. On va retourner à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Oui, 2022. Exact. Donc, quand on survole des grands événements des derniers 6 ans, on l'a dit plus tôt, la COVID en début 2020, et puis après l'Ukraine et la Russie, le conflit qui est en début 2022. Et de là a suivi aussi une poussée d'inflation, des taux d'intérêt élevés. Et ensuite, on accélère jusqu'en 2025, printemps à peu près, journée de la libération, qui est la fameuse journée. Bon, on a eu une pluie de tarifs douaniers. Puis, il y a eu après, là, je fais un survol, la guerre Israël-Gaza. Et maintenant, plus récemment, la guerre Iran, États-Unis, Israël. Donc, honnêtement, on va se le dire, Jackson, si on avait hypothétiquement demandé à n'importe quel investisseur en remontant 6 ans en arrière, Oui, c'était en décembre 2019. oui, oui, donc décembre 2019 ou janvier 2020, si on avait demandé à un investisseur, écoutez, on connaît avec certitude ce qui va se passer dans les 6 prochaines années. Donc là, il faut que les gens essaient d'imaginer cette situation-là. On est assis fin 2019, début 2020. On connaît tous les événements que je viens de nommer. Est-ce que vous voudriez investir en actions? Là, on va dire qu'on vient recevoir un boni, un héritage, on a un gros montant d'argent. Si Oui, si on avait posé cette question-là à 100 personnes, 100 investisseurs, qu'est-ce que tu penses que les gens auraient fait, Jackson? j'irais même plus loin. Je dirais que si on posait la même question à des experts, à des professionnels, on obtiendrait probablement une réponse assez pessimiste. Exact. Je pense que tout le monde comprend en nous écoutant où on veut aller. Là, la majorité des gens là dirait non, moi je vais pas investir, je vais attendre que toutes ces tempêtes-là passent. Mais là, on va regarder quels ont été les chiffres réels, qui sont quand même assez surprenants. Là, on les connaît, là, maintenant, on regarde en arrière-plan, là, mais mettons, là, on va quand même regarder Jackson. Donc, ça ressemble à quoi les chiffres si on regarde à partir de janvier 2020, mettons? Depuis janvier 2020, donc depuis la COVID jusqu'à aujourd'hui, les actions mondiales, un portefeuille indiciel bien diversifié, ont progressé d'environ 137%. Des chiffres vraiment, vraiment très solides. Ça équivaut à peu près 14 à 15% annualisés sur 5 ans et demi, 6 ans. Wow, OK. Là, on parle en pourcentage. Là. Je sais que nous, Jackson, personne en investissement, on aime parler en pourcentage, mais pour que les gens comprennent vraiment, ça représente quoi un rendement de 15% en moyenne par année, c'est l'équivalent de doubler son portefeuille en environ 5 ans, 5 ans et demi. Si on avait 100 000, 5 ans après, de 2020 à 2025-26 à peu près, on est rendu à 200 000. Si on avait 500 000, on est rendu à 1 million. Si on avait 5 millions, on est rendu à 10 millions. Donc, on double notre portefeuille et ce, malgré, comme on a dit, pandémie, guerre, tarifs, tensions commerciales, conflits géopolitiques et économiques et politiques. C'est quand même intense. Oui, oui, exactement. Les gens ne le ressentent pas toujours, mais c'est un taux de rendement exceptionnel sur une période de 6 ans. Exact. Et je me souviens quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé, on s'entend, la Russie, c'est une superpuissance qui a des armes nucléaires.
Et puis, bon, on sait que les autres pays occidentaux supportaient l'Ukraine. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui commençaient à avoir des craintes. Et on entendait parler de est-ce que c'est la troisième guerre mondiale qui va commencer? On s'entend là. On veut pas nécessairement être un investisseur pendant Ouais, la troisième guerre mondiale. Donc, qui aurait cru, hein? ouais, ouais. Puis justement, depuis cette guerre-là, si on regarde en chiffres, comment les actions se sont comportées depuis le début de la guerre Russie-Ukraine? Depuis, il faut noter qu'en 2022, il y avait aussi une inflation élevée, des taux d'intérêt élevés, une panique autour d'une possible récession. Donc, depuis janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, les actions ont progressé d'environ 81% cumulatif sur cette période. OK, encore une fois, des rendements assez spectaculaires pour comparer à tout ce qui se passait dans le monde. Et même en même temps, c'est probablement à la même époque, si on regarde une autre classe d'actifs, le marché immobilier canadien, lui, était à son sommet, hein? Oui. Ouais, après la COVID en 2022, bon, tout le monde se rappelle toutes les surenchères pendant la COVID. Les maisons au Canada se vendaient à des prix records. Et puis aujourd'hui, le marché est au ralenti. Là, il y a plusieurs biens immobiliers qui sont en baisse ou au moins ils sont flat, ils sont stables. Oui, surtout les condos qui sont en baisse. Exact, exact. Si vous êtes un investisseur immobilier et si vous avez investi dans des condos, parce qu'il y a souvent ce mythe-là qui dit que l'immobilier monte toujours, mais c'est pas nécessairement vrai. Mais c'est sûr qu'en ce moment, on ressent une certaine douleur, là, surtout dans les marchés de Toronto et Vancouver. Mais ce qui est intéressant pendant cette même période-là, tu viens de le dire, là, les actions sont en hausse de... 81%. Ouais, ouais, ouais. C'est la leçon. C'est important d'être bien diversifié. Beaucoup de Canadiens ont une grande partie de la valeur nette dans leur maison, qui s'est bien comportée à long terme, mais pas aussi bien que des actions bien diversifiées. Ouais, exactement. Bon, je comprends. Passons maintenant, on a parlé de 2022, Ukraine, Russie. Maintenant, on est au début de la guerre commerciale. Quand je dis guerre commerciale, je parle des tarifs, des tensions commerciales entre plusieurs pays avec nos voisins du Sud, donc printemps 2025. Regardons maintenant à partir de là, disons, on va dire de janvier 2025 jusqu'à maintenant, ça fait environ 18 mois. Donc, c'est quoi les rendements à peu près? 41% en 18 mois. Ce sont vraiment des rendements spectaculaires. Ouais, ouais, c'est vraiment incroyable. Et on le dit toujours, hein, Jackson, je pense que beaucoup de Canadiens, ils sont même pas conscients à quel point ces rendements-là ont été forts. Je sais qu'on en parle beaucoup dans le podcast parce que je veux pas dire que les gens prennent pour acquis ce que leurs portefeuilles sont en train de faire ou le marché boursier, mais tu le sais, là, les gens, des fois, sont occupés, ils ne regardent pas toujours leur placement, ou ils se fient trop aux nouvelles négatives dans les médias. Donc, ils se disent, si les médias disent que ça va mal, mon portefeuille, j'imagine, ne va pas bien. Mais quand on regarde en dessous du capot, là, on ouvre nos relevés de placement, on regarde, on voit que les rendements ont été remarquables. Oui, exact. Et c'est vraiment bien au-dessus de la moyenne aussi. Quand je regarde à des rendements sur une période de 10 ans, de 2016 à 2026, un portefeuille indiciel d'actions bien diversifié a progressé de 12,9% par année, ce qui équivaut à un rendement de 335% sur une décennie. Vous avez plus que triplé votre argent en 10 ans. Oui, définitivement, définitivement. C'est un marché haussier exceptionnel, largement au-dessus des moyennes historiques des marchés boursiers. Jackson, tu viens d'utiliser 10 ans, mais si tu regardes sur 20 ans, as-tu les chiffres? OK, oui. Alors, sur 20 ans, on parle plutôt de 9,35% par année, donc presque 10% par année, ce qui veut dire qu'en moyenne, vous doublez vos argent tous les 7 ans et quelques mois. OK, OK. Donc, si quelqu'un avait investi et détenu des actions, si on prend 1 dollar investi en actions, il serait devenu combien? Ça serait 6,62 et 62. OK, donc vous avez, en tant qu'investisseur, multiplié votre richesse par 6 fois et demi à peu près. Oui, ça, c'est en restant le cap. C'est en étant investi dans les actions bien diversifiées et n'y touchant pas trop, ce qui a très bien servi les investisseurs à long terme. Oui, mais j'aime que tu mentionnes qu'il faut pas trop y toucher parce que les gens pensent toujours que la gestion de portefeuille, la gestion de placement, c'est toujours toucher notre portefeuille, faire des transactions, essayer de prédire le marché, alors que pour obtenir ces rendements-là, qu'on n'arrête pas de dire qu'ils sont formidables, il faut éviter de faire des erreurs, il faut éviter de trop changer son portefeuille, il faut éviter de courir après les modes, tu sais. Dans les dernières années, on a entendu parler d'actions de marijuana, les meme stocks, la crypto, les petites compagnies de technologie non profitables. Donc, durant les dernières années, beaucoup d'investisseurs se sont laissés influencer là, par ces thèmes-là qui pensent que ça va être les choses de l'avenir, puis ils ont inclus ces stratégies-là dans leur portefeuille. Et pour plusieurs, ça a résulté en des rendements inférieurs par rapport à ceux dont on parle ici. Oui, absolument, c'est très important. Bon, Jackson, là, on a pris du recul, on a parlé du passé, plusieurs années, plusieurs événements, et puis l'évolution des rendements jusqu'à maintenant. Revenons un peu plus près dans l'actualité maintenant sur ce qui se passe en ce moment. Il y a quelques thèmes qu'on veut parler. Donc, il y a la rotation dans les rendements, il y a la géopolitique et certains endroits où les actions performent mieux.
Exactement. Ce qui est important à savoir avec les actions, c'est quand on regarde souvent seulement le chiffre global, mais ça ne raconte pas toute l'histoire. Alors, il se passe beaucoup de choses sous la surface, comme un iceberg, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et un thème très courant depuis franchement une décennie, ce sont les Mag 7 ou les valeurs technologiques en général. C'est le secteur vedette aux États-Unis et les Mag 7, c'est la combinaison la plus populaire d'actions. Alors, c'est Apple, Google, Amazon, Facebook, Tesla et Netflix. Les Mag 7 ont eu un début d'année plus faible cette fois-ci. Sur une période de 6 mois, ils ont sous-performé par rapport au marché en général et au S&P 493. Donc, si on retire ces 7 titres technologiques, ce qui reste le S&P 493 a représenté 96% des rendements du SP 500, tandis que les Mag 7 n'ont fourni que 4% de rendement global de l'indice. Ils ont donc été à la traîne. OK, OK. Et je pense que on a déjà regardé ça. Il y a plusieurs études qui montrent que dans l'histoire, des fois, il y a des compagnies qui sont au top. Donc, l'exemple en ce moment, c'est les 7 compagnies que tu mentionnes là, qui ont été au top. Mais c'est pas toujours le cas que ces compagnies-là restent au top pour toujours. Tu sais, à un moment donné, des compagnies qui font des rendements faramineux, là, ils peuvent tout simplement pas continuer à exploser avec leurs actions monter comme une fusée indéfiniment. Ça fonctionne pas comme ça. À un moment donné, il va y avoir une rotation et ils vont moins bien performer que le reste du marché. Oui, exactement. Et le marché intègre déjà une rotation où les investisseurs profitent, disons, des secteurs moins sexy, les services publics, les matériaux, l'énergie. Ça peut être n'importe quoi, mais ce n'est pas aussi flashy que la technologie. Et avoir plus de petites capitalisations dans son portefeuille a mieux fonctionné que les grandes capitalisations. OK, ben justement là-dessus, comment les petites capitalisations, si on regarde aux États-Unis, comment ils se sont comportés par rapport au SP 500 qui est un indice de grande capitalisation dans les derniers 6 mois? En regardant surtout les États-Unis, les petites capitalisations sont en hausse de 21% et les grandes capitalisations d'un peu moins de 10%. Donc, on parle d'un écart de 11% sur une période de 6 mois. Alors, c'est un écart énorme. OK, OK. Ben ça, c'est en lien, ça explique pourquoi tantôt tu as dit le SP 493 là, qui est en fait le SP 500, mais on enlève les 7 plus grosses compagnies, donc il reste 493 compagnies. Mais c'est pour ça que le SP 493 a mieux fait que le Mag 7, comme tu as dit plus tôt. Puis ça, c'est une belle histoire de rotation qui se déroule quand on regarde en dessous du capot, là, ou en dessous de la partie submergée du iceberg, quand tu as dit, sur les derniers 6 mois. Mais on a aussi les marchés émergents. Je reviens sur ça, tu l'as mentionné plus tôt, qui avancent. Donc, on a les marchés émergents qui font plus que les États-Unis, on a les petites capitalisations qui font plus que les grandes capitalisations. Et dans certains autres styles, les titres de valeur aussi avancent très bien. Donc, c'est vraiment différent à ce que le monde ressemblait dans le monde de la bourse il y a 4 ans à peine, là. Ou même il y a un an et demi d'ailleurs. Exact, exact. Il y a un autre sujet important que je voulais couvrir, Jackson, c'est l'or. Parce que l'or était sur toutes les lèvres en 2025. On le sait, là, quand quelque chose vient de bien performer tout d'un coup, tout le monde en parle. Et j'ai même fait un épisode sur l'or en mai 2025. J'inviterai aux auditeurs, aux auditrices d'aller l'écouter. Mais c'est ça, là. J'aimerais vraiment qu'on parle de l'or aussi. Oui, c'était un sujet très populaire, mais ce narratif s'est un peu refroidi parce que l'or n'a pas poursuivi sa montée de l'année dernière. Oui, et c'est pour ça, Jackson, je voulais qu'on en parle parce que j'ai dit plus tôt, c'était dans tous les médias à cause que ça venait de performer. Les médias en parlaient abondamment, les experts financiers, etc. Puis ce que ça fait en général, ça, Jackson, c'est que des investisseurs, monsieur, madame, tout le monde qui entendent ça, ils se disent, oh, si tout le monde en parle, je devrais en rajouter dans mon portefeuille. Nous, notre message dans le podcast, c'était, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter plus parce que si vous avez un portefeuille déjà bien bâti, donc bien diversifié, donc qui inclut des actions canadiennes dans leur ensemble. L'économie canadienne étant une économie exposée aux matériaux de base aussi, vous avez déjà une exposition naturelle à l'or et aux métaux précieux parce que l'argent aussi a bien fait l'an passé, etc. Nous, on disait aux gens, les actions canadiennes, c'est assez comme exposition. Et justement, l'an passé, les actions canadiennes ont été le marché qui a le mieux performé, généralement parlant, parce que l'or a bien fait aussi. Il y a une relation, il y a une corrélation. Nous, quand on entend des fois le narratif habituel qui dit que l'or en tant qu'investissement est
super important au-delà de votre exposition indirecte dans le marché canadien, à travers le marché canadien, parce que l'or va vous protéger quand il y a des fortes volatilités dans le marché boursier ou quand il y a des fortes incertitudes ou pour couvrir l'inflation. Ben là, on le voit que 2026 est la preuve que ce n'est pas toujours le cas. Parce que s'il y a un moment où l'or devrait prouver ce que les gens disent, c'est avec cette guerre en Iran-là, où il y a eu une hausse d'incertitude, un marché qui baisse et l'inflation qui se remet à augmenter à cause que les prix du pétrole ont explosé avec le blocage du détroit d'Ormuz. Mais, comme tu l'as dit, au contraire, l'or a chuté d'environ 20% à partir de ce moment-là. Donc, ça n'a ni protégé les gens, ni maintenu sa valeur pendant une période de forte volatilité. Oui, et pendant ce temps, les actions étaient en hausse. Ouais, je pense que les gens qui nous écoutent doivent dire, on n'arrête pas de dire que les actions étaient en hausse, mais Ouais. c'est le fait. Les actions avaient un peu baissé depuis le 28 février 2026 quand la guerre a commencé. Mais après, comme on l'a expliqué plus tôt, ils ont recommencé à grimper quand le marché entrevoyait la fin de la guerre, les discussions autour d'accords de cessez-le-feu. Oui, exact. On n'est pas en train de dire qu'on aurait pu prédire ça, que ça soit l'or qui baisse ou les marchés qui montent, mais c'est ça, là, c'est juste des grands principes d'investissement. Donc, à la question, est-ce que je devrais investir dans l'or? Il n'y a pas de réponse parfaite. Il n'y a aussi pas de solution universelle. Mais en général, l'or ne vous offre pas le même potentiel de hausse et de croissance que les actions, qui sont liées à des choses de profit, et il ne vous protège pas tout à fait comme le font des obligations. Exactement, exactement. Pour changer de sujet maintenant, Jackson, un autre thème dont on voulait parler aujourd'hui, c'est le fait que les marchés sont à des sommets historiques. Des fois, les gens se demandent est-ce qu'il faut investir quand les marchés sont aussi hauts? Des fois, les gens pensent que si les marchés sont très hauts, il va sûrement avoir une baisse qui s'en vient et puis il faut attendre la baisse pour investir. Donc, c'est quoi le problème avec cette façon de penser, Jackson? C'est vraiment une question intéressante, celui-là, parce que dans chaque marché haussier, on reçoit ce genre de questions tout le temps. Et ce qu'on peut attendre d'un actif qui croît avec le temps, c'est que naturellement, on va atteindre des sommets historiques assez fréquemment, plus fréquemment que les gens pourraient le penser. Environ 30% de tous les mois sur le marché boursier sont des sommets historiques. On doit s'y attendre, ce n'est pas quelque chose de particulièrement nouveau. Beaucoup de gens se demandent, devrais-je investir à des sommets historiques? Devrais-je ajouter de l'argent ou attendre? Devrais-je peut-être réduire le risque, peut-être même vendre des actions? Et la réponse courte, c'est non. Le rendement attendu à partir d'un sommet n'est pas fondamentalement différent qu'à n'importe quel autre moment sur le marché boursier. Donc, investir $1 à un sommet devrait être vu comme pratiquement la même chose qu'à n'importe quel autre mois. Jackson, justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il y a une étude qui a été faite sur plus de 1000 mois de performance boursière et qui a examiné un peu les rendements après un sommet, 1 an plus tard, 3 ans plus tard et 5 ans plus tard. Donc, pour commencer avec le 1 an, ce que l'étude a révélé, c'est qu'en investissant à partir d'un sommet, donc on est au plus haut du marché, le rendement moyen des actions à partir de ce moment-là était de 14% sur 1 an après. Alors que la moyenne, après n'importe quel mois dans l'année, dans ces 1000 mois-là, était de 12%. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les rendements étaient meilleurs qu'on investissait dans un sommet et puis on regarde 1 an après en moyenne que qu'on investissait à d'autres moments de l'année. Alors que les gens pensent qu'à un sommet historique, c'est le plafond, que les actions ne peuvent que descendre à partir de ce moment-là, ben en réalité, en moyenne, 1 an plus tard, la performance boursière après un sommet est en fait meilleure, ce qui est très surprenant. Ça, c'est sur 1 an. Quand on regarde sur 3 ans après ou 5 ans après le sommet, c'est quasiment identique. Sur 3 ans et sur 5 ans, on atteint en moyenne environ un rendement de 10% par année. Ce que ça montre, cette étude-là, puisqu'on partage aux investisseurs, c'est que investir à un sommet historique, quand les marchés sont très élevés, ça devrait donner à peu près le même résultat qu'à n'importe quel autre moment. On ne devrait pas avoir peur d'investir. Il faut juste y aller. On investit notre argent, on suit notre plan. C'est une bonne façon de voir ça, là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Jackson? C'est très important de rester investi. Et si on a de l'argent, il faut le mettre au travail parce qu'à long terme, on s'attend à ce que les actions aient un rendement positif. C'est aussi simple que ça. Oui, là, on a couvert beaucoup de choses, Jackson, beaucoup de thèmes, beaucoup de rendements passifs, ce qui se passe aussi en ce moment. C'était une excellente discussion sur le bilan de mi-année des marchés sur les derniers 6 mois et ce qui s'est passé dans le monde. Quelles sont tes réflexions finales pour les auditeurs auditrices? Je ne vais pas réinventer la roue. Je dirais garder le cap, rester diversifié, essayer d'éviter de commettre de grosses
grosse erreur et ça vous donnerait une belle expérience d'investissement. 100% d'accord, c'est bien dit, Jackson. Il faut le dire, là, ça a été une période, si on regarde les 6 dernières années, en plus des 6 derniers mois, une période extraordinaire pour être un investisseur en actions. Puis nos clients aussi, ils en ont profité. Et tous les gens qui ont investi de façon responsable. Et pour nos auditeurs et auditrices aussi, si vous êtes aussi des investisseurs en actions, je sais que vous le savez déjà, mais c'est ça, là, il faut se le dire, c'est des périodes spectaculaires pour la bourse en ce moment. On ne peut pas promettre que ça sera toujours le cas. Personne ne connaît l'avenir, ni nous. Mais au moins, tout ce qu'on a partagé, c'est une façon de reconnaître la valeur d'être un investisseur boursier à long terme et de rester discipliné. Exactement, c'est très bien dit. Donc, Jackson, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans la conversation aujourd'hui. Je souhaite que tu vas faire d'autres épisodes en français avec moi. Merci de m'avoir. À la prochaine. Définitivement. Et à tous nos auditeurs, auditrices, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.